C'est quoi votre épisode préféré dans Game of Thrones? La mort de Ned Stark dès la saison 1? Les noces pourpres qui nous ont tous traumatisés? Le procès de Tyrion et son final ensanglanté? Parmi tous ces moments clés, ces masterclass d'écriture qui complètent un arc narratif ou qui met en avant de nouveaux enjeux, lequel vous a le plus marqué? La majorité du public sera catégorique. Les meilleurs épisodes sont durant les 4 premières saisons. Parce que durant cette période, les réalisateurs se basaient sur les livres de George R. Martin. Parce qu'ils pouvaient exploiter l'histoire déjà écrite, les dialogues déjà construits pour chaque personnage. Mais quand je me suis posé la question, pour moi, parmi les meilleurs épisodes, on retrouve aussi les plus originaux. Ceux avec une écriture superficielle et des choix scénaristiques faciles. Des épisodes qui ne se basent plus sur les livres, mais sur l'imagination des showrunners. Et pourtant, à la base, quand on pense à la qualité de Game of Thrones, on pense forcément à son écriture. D'ailleurs, la saison 1 ressemble davantage à une pièce de théâtre ou une immense enquête policière qu'à une série de fantasy magique et pleine d'effets visuels. Tout est précis, tout est calculé, les intentions des protagonistes sont cachées, révélées pas à pas, lentement, progressivement. Entre Lord Varys, Littlefinger et les Lannister, on ne sait plus qui croire. Et à travers les saisons, les événements politiques s'enchaînent, la guerre fait des ravages, les alliances et les trahisons se multiplient, chaque camp cherche à servir ses propres intérêts, et il y a une logique toujours respectée aux agissements des grandes maisons. On aura 4 saisons de cohérence interne, d'évolution d'intrigue et de développement des personnages, tous plus intéressants les uns que les autres. Les morts sont inévitables, les choix sont toujours signes de conséquences et personne n'est à l'abri car favori de l'histoire. Si on croit à l'histoire de Game of Thrones, c'est parce qu'elle est criante de vérité. Et puis, les livres se terminent. George R. Martin, sur qui on pouvait compter jusque-là, est trop lent à écrire la suite. Mais la série doit continuer. Le public attend. Il faut alors improviser une suite, sans matériel sur lequel s'appuyer. Enchaîner l'histoire de nos héros favoris mis en pause et apporter des réponses aux questions encore en suspens. Et c'est comme ça que, lentement mais sûrement, la qualité d'écriture se dégrade. Car adapter des livres en série, ce n'est pas la même chose que d'écrire leur histoire. Certains diront que c'est à la mort de Tywin que tout bascule. D'autres un peu plus tard, après celle de Jon Snow. Mais le constat est clair. Le meilleur de Game of Thrones est bien derrière nous. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire. Et c'est ce qu'on peut voir dans les vidéos essais et analyses de la série YouTube. Sauf que moi, quand je pense à Game of Thrones et à mes épisodes préférés, certains sont bel et bien après la saison 4. Je peux même dire avec conviction que j'ai adoré la saison 5 et 6. Et que dans ces 2 saisons, parmi mes épisodes préférés, il y a le 9 et le 10 de la saison 6. 2 véritables masterclass. 2 épisodes totalement improvisés par les réalisateurs de la série. Parce que ces épisodes n'auront pas le choix. Ils vont devoir mettre en avant des arcs narratifs créés de toutes pièces pour apporter une continuité à l'histoire. Et les showrunners feront des choix scénaristiques très faciles à contester. C'est un fait. Et c'est là que ça devient intéressant. Car ces épisodes mettent en avant 2 choses bien distinctes. L'écriture globalement mauvaise et très en dessous de celle des livres, et la réalisation absolument magistrale et totalement maîtrisée. Pour faire simple, les épisodes 9 et 10 sont parmi les plus impressionnants cinématographiquement parlant, et aussi les plus faibles d'un point de vue scénaristique. Parce qu'il est tout à fait possible de réussir l'un et de complètement rater l'autre. Et on va voir ensemble comment ils ont fait pour réussir un tel exploit. La saison 6 de Game of Thrones commence avec des enjeux extrêmement forts. D'une part, on a le conflit ouvert à Essos. Daenerys doit lutter pour assurer sa souveraineté à Yunkan et Astapor des villes esclavagistes. Et durant la dernière attaque, la mère des dragons a dû fuir sur le dos de Drogon. Son dragon l'abandonne, et elle finit par être capturée par les Dothraki et Khal Moro. Condamnée à finir ses jours à Vaes Dothrak, elle devra rallier le peuple de Drogo à sa cause grâce à ses pouvoirs d'un brûlé. Et durant son absence, Tyrion tente de gouverner sans succès. Ils attendent désespérément Daenerys et son retour à Essos pour mettre fin au siège brutal de Meereen.
Ses sujets sont totalement impuissants. Personne ne sait défendre la ville. Pas même Tyrion. Ce qui est curieux quand on connaît son intellect et sa bravoure pour défendre Port-Royal en saison 2. Mais soit. Finalement, au bord de la défaite, il retourne complètement la situation grâce à Drogon qui détruit toute la flotte ennemie en quelques langues de feu. C'est rapide, c'est impressionnant, et la petite exécution des chefs apporte un sourire sur nos lèvres. On pourrait remettre en question leur plan quand on voit à quel point ils perdent facilement face à Daenerys seule à dos de dragon. Mais bon, ce n'est pas ce qui nous intéresse, parce que ça c'était la partie feu de l'épisode 9. Et de manière générale, l'écriture reste encore appréciable dans cet arc narratif. Mais nous, on veut se concentrer sur la partie glace, le nord. Reprenons le contexte. Ramsay Bolton est à la tête de Winterfell et domine le nord d'une main de fer. Sansa a réussi à fuir vers le mur d'Adrien à l'aide de Schling, alias Theon Greyjoy. La situation est désespérée. Ramsay est un meurtrier psychopathe qui tue et torture tout le monde. Même sa propre famille, son père, sa belle-mère et son demi-frère. Il n'a plus aucune limite. Il faut le stopper. Et c'est là qu'on retrouve le seul et unique sauveur des Stark, Jon Snow, qui, je vous le rappelle, est mort en fin de saison 5. Un événement majeur de la série qui avait fait exploser Internet en spéculations et théories. Today we discuss the top 8 reasons why Jon Snow is presumed to not be dead. Parce que dans Game of Thrones, les morts c'est définitif. On se souvient de Ned, de Robb, de Joffrey et Tywin jusqu'à Oberyn. Sauf que là, impossible que le plus gros potentiel de la série meure sans même quitter le mur. Et évidemment, comme prévu, il est ressuscité par Mélisandre, la sorcière rouge. Ça y est, la série assume que certains personnages sont trop importants pour mourir, et que si Jon revient, il n'est probablement pas prêt de mourir prochainement. Une certaine aura repose autour de lui à présent. Celle du personnage intouchable. Après 5 saisons, Jon va enfin pouvoir embrasser son destin. 5 saisons à rester bloqué au nord, à se battre contre les sauvageons et les marcheurs blancs, à devenir le Lord Commander, le leader incontesté. Et enfin, il va pouvoir quitter la garde de la nuit. Car il le rappelle, avec sa mort, il va enfin assumer le rôle que tout le monde attend de lui. Il reste encore un Stark debout, capable de sauver le Nord et vaincre ses ennemis. Et son plus proche ennemi, c'est Ramsay Bolton. Avec Sansa à ses côtés, il décide d'agir. Il est temps de reprendre Winterfell. You don't have the men, you don't have the horses, and you don't have Winterfell. There's no need for a battle. Sauf qu'évidemment, il n'a quasi pas d'hommes. Et les alliances sont difficiles à obtenir. Même pour un ressuscité. You're asking me to join your army. Who is fighting in this army? Et jusqu'ici, c'est tout à fait logique. Pourquoi soutenir la cause de Snow, un bâtard qui a renié ses vœux, et Sansa, qui n'a plus que son nom en légitimité, mais pas d'argent, d'influence ou de garantie? Sworn to answer when called upon. Tout ce que la jeune femme a, c'est sa relation avec Littlefinger. Lord Baelish. Call me Peter. Normalement absolument centrale dans la suite des événements. Et c'est là que l'écriture commence à défaillir. Parce que dans un monde où la cohérence et le scénario étaient restés aussi qualitatifs que les premières saisons, Lord Baelish aurait joué ses cartes différemment. No. Déjà, il n'aurait jamais livré Sansa à Lord Bolton. No, we'll be marrying his son and heir, Ramsay. Il serait devenu seigneur du Val, comme la série le montre. Gather the Knights of the Vale. Et après, il aurait attaqué Ramsay. Une fois le Nord récupéré, il aurait épousé Sansa, toujours à ses côtés. Et grâce à ça, il sera à la tête de la moitié des 7 couronnes. C'est logique avec ce qui a été construit. C'est le plan parfait. C'est ce qui est dans les livres. Mais la série a voulu transformer la Sansa femme brisée en femme forte et reconstruite. I don't need you anymore. You can't protect me. Alors au lieu de rester cachée chez Littlefinger, Baelish la donne gratuitement à Ramsay, sans rien obtenir en retour. Winterfell is your home. Not anymore. Always. Il abandonne son meilleur atout pour gagner le Nord. Elle subira ensuite les violences et la perversité de son mari pendant une saison entière.
Et après sa fuite, elle devient subitement un symbole de résistance. Did it ever once occur to you that I might have some insight? Sansa se transforme immédiatement en stratège martial et comprend mieux la politique et la guerre que les hommes qui ont combattu toute leur vie. Just don't do what he wants you to do. Ah, it's good advice. You think that's obvious? En pleine confusion, Littlefinger reprend contact avec elle, I rode north with the Knights of the Vale to come to your aid. mais elle refuse son aide. Come to my aid. Pourquoi ? Parce qu'il l'a vendue au Bolton. Did you know about Ramsay? Bah ouais, on pige plus du tout ce qu'il essaye de faire. Il avait toutes les occasions de choisir son camp. Mais là, il reste entre deux et ça n'a plus aucun sens. Pourquoi donner Sansa au Bolton ? Pour que, quand elle s'enfuit par elle-même, il lui propose de récupérer le Nord à deux, plutôt que de la livrer à nouveau à Ramsay. Whatever you ask that is in my power, I will do. Dans ce cas, il aurait pu le faire directement au départ. Bref. Pour résumer, Jon Snow est revenu d'entre les morts et va enfin accepter son destin et revendiquer sa vraie place à Winterfell. Winterfell is mine, bastard. Come and see. Sansa, elle, à ses côtés, a enfin l'opportunité de se venger de Bolton. A monster has taken our home and our brother. Mais les chances sont contre eux. How many men does he have in his army? I heard him say 5,000 once. How many do you have? 2,000. Du point de vue du public, on a donc un Jon Snow qui nous a fait mariner pendant 5 saisons pour enfin devenir actif dans les conflits à Westeros. Le héros va enfin entrer en action. Et on a vu une Sansa victime pendant 5 saisons qui va enfin pouvoir riposter aux coups portés par Ramsay. Un gars que tout le monde déteste et que tout le monde veut voir perdre. Encore plus si c'est par le fil de l'épée de Jon Snow. On parle quand même de scénaristes qui ont réussi à nous faire détester un personnage encore plus que Joffrey. Le contexte est parfait. On arrive à un climax. Et à l'épisode 9, la bataille approche. Et le cinéma commence. L'épisode démarre avec un échange entre Jon et Ramsay. Menace, My dogs are desperate to meet you. provocation en duel, You against me. insulte. Bastard. La tension monte. Le combat approche. Et Ramsay le rappelle. Il tient Winterfell et le double des hommes. La forteresse est imprenable. I have 6,000 men. You have what? Half that? Et pourtant, dans un dernier soupir, une ultime promesse. Sansa lui If you rappelle. want to save You're them. going to die tomorrow, Lord Bolton. Sleep well. Face à la situation, Jon tient un conseil de guerre. Ils n'ont rien. Ils doivent réussir à faire sortir Ramsay de son trou et le provoquer sur le champ de bataille. They've got the numbers. We need the patience. I want him coming at us full tilt. Sansa prévient Jon. You've known him for the space of a single conversation. Il ne connaît pas Ramsay, You don't know mais him. ne lui offre aucun conseil. What should I do differently? I don't know. I don't know anything about battles. Just Pas même la conversation qu'elle a eue avec Baelish et ses potentiels hommes. When will we have a larger force? not enough. No, it's not enough. It's what we have. Et là encore, le scénario flanche. Pour apporter une bataille épique et créer au maximum le sentiment de désespoir le lendemain, la série décide de retenir cette information. Sansa ne parle pas. Alors que si Jon savait pour Littlefinger et ses hommes, le plan aurait changé. Il aurait attendu, et nous n'aurions jamais eu la bataille et le carnage du lendemain. Et par ses choix scénaristiques, ils partent au combat avec la quasi-certitude de perdre. Et les incohérences continuent au profit du spectacle. Ramsay décide de jouer avec les nerfs de Jon et ceux du public. Et chasse Rickon avec des tirs de flèches. Le garçon court en ligne droite au lieu de zigzaguer. Jon part à sa poursuite au galop. Et la dernière flèche atteint évidemment le garçon, juste avant de pouvoir le rejoindre. Stratégiquement, c'est complètement stupide. Mais niveau réalisation, cette course permet de mettre Jon seul sur le champ de bataille. Ça permet de créer le désespoir et de créer une charge unique vers l'ennemi. Il n'a aucune chance. Il va mourir. Et lorsque son cheval tombe sous le tir des flèches, et pas lui, on obtient ce plan devenu iconique. And part of the reason it's such a great shot is it's all real. That's 40 horses charging full speed at Kit Harington. Et d'un coup, de manière inattendue et extrêmement brutale, la bataille fait rage. En quelques secondes, on se retrouve au milieu du chaos. You want it to feel crowded and mayhem and like, you know, anything can happen anytime. La caméra en plan fixe à hauteur d'épaule nous immerge dans le combat. Les chevaux s'écrasent, les hommes sont projetés, la mort frappe de partout. Et au milieu,
Un Jon Snow confus, qui lutte pour sa vie. Et puis Ramsay sacrifie ses hommes et les pluies de flèches s'abattent sur les soldats. Un véritable carnage. Un mur de cadavres commence à se former. The body pile was absolutely enormous in terms of its scale and ambition. Haut de plusieurs mètres. Ce n'est pas réaliste. Mais à nouveau, c'est de la mise en scène. Where the bodies were piled so thick it actually became an obstruction on the battlefield. La violence fait place à la peur fait place à l'angoisse. Et doucement, la vie s'échappe de Jon Snow. Jon is almost literally buried alive beneath the bodies. He was being almost killed by his own men. La lumière ne passe presque plus, écrasée par le poids des hommes. And then something drives him to fight up. And that moment where it comes up and he gasps for breath, he's reborn again in a way. La bataille des bâtards n'est pas un combat de chevaliers où les morts sont nettes, où les sacrifices sont nobles. Ici, c'est sale, c'est sombre et plein de désespoir. Et puis Ramsay envoie ses derniers hommes pour finir le travail. Stratégiquement, son plan n'a aucun sens du début à la fin. Son arrogance et sa fierté ne suffisent pas à justifier son besoin de sacrifier autant d'hommes pour rien. Il n'avait aucun intérêt à sortir du château. Mais il continue d'envoyer ses hommes. Ramsay n'agit plus comme Ramsay pour les besoins de l'histoire. Sinon, c'est déjà terminé. Sinon, Jon a déjà perdu. Il se met alors à encercler les derniers survivants. Une mort lente et certaine. Aucune échappatoire. On pourrait à nouveau remettre en cause la manière de se défendre du géant, son incapacité à tenir une arme, ou à courir à travers la rangée de soldats. Mais il faut créer le sentiment d'abandon, de croire que c'est bien fini, pour que Littlefinger arrive en grand sauveur avec une armée de cavaliers. Le timing est évidemment parfait, aucun éclaireur ne l'avait aperçu. À 10 minutes près, tout le monde était mort, Jon y compris. Et Ramsay avait bien sûr sorti toute son armée pour la bataille. Sansa se retrouve aux côtés de Littlefinger, comme si tout était prévu depuis le début, comme si elle savait qu'il viendrait. Alors que la veille, elle l'ignorait. If you had asked for my advice earlier, I would have told you not to attack Winterfell until we had a larger force. Or is that obvious too? When will we have a larger force? Ou prétendait l'ignorer. Alors qu'elle a un objectif commun à celui de Jon. Elle devrait lui en parler. Mais elle ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que nous, on ne doit pas savoir. Pour créer la surprise, ce n'est plus du tout l'écriture de Game of Thrones. La force d'une histoire qui sonnait si réelle est construite à présent de manière artificielle. À toujours vouloir créer des surprises, on oublie que si quelque chose est prévisible, c'est souvent parce qu'elle est logique. Qu'anticiper une réaction n'est pas une question d'être plus intelligent que les auteurs, mais de comprendre un personnage et son histoire. Mais la série survit quand même. Pourquoi ? Parce qu'elle fait place au spectacle, parce qu'elle utilise les codes du cinéma et de la réalisation pour jouer avec nos yeux, nos émotions et notre excitation. You suggested one-on-one combat, didn't you? Jon finit par vaincre Ramsay. Il le frappe au visage, devient sauvage. We actually spent an entire day and I just shot it from every single angle I possibly could. Et on ne retient plus que ça. Le roi du Nord récupère enfin sa place légitime. Alors oui, l'épisode met en évidence des énormes faiblesses et des incohérences de choix des protagonistes. La série veut tellement montrer du grandiose et créer des événements improbables qu'on perd en crédibilité. Littlefinger n'est déjà plus que l'ombre de lui-même, et cet épisode est déjà l'annonce de sa terrible fin. Sansa évolue beaucoup trop vite et n'arrive pas à convaincre par ses choix. Your house will disappear. Jon est trop facilement utilisé par les showrunners pour jouer sur son immortalité et le confronter à des situations où n'importe qui serait normalement mort depuis longtemps. Mais on continue à y croire. On continue d'apprécier ce qu'on nous montre, par la force de la musique, la force des combats et celle de la photographie. Les créateurs de la série étaient des experts à adapter les livres, à interpréter une histoire, choisir des dialogues. Et même sans les livres, ils restent des experts, et l'ont montré. Seulement, l'univers ne leur appartenait pas. Grâce à la mise en scène, ils ont réussi à faire illusion. Encore une saison. Avant de faire s'effondrer une histoire beaucoup trop complexe pour tenir uniquement qu'avec des beaux combats. Mais avant de se perdre complètement,
ils vont encore faire un dernier exploit. Un dernier épisode pour montrer ce qu'ils maîtrisent, ce qu'ils savent faire mieux que personne. Plus un épisode de combat, de sang et de champ de bataille, où la vengeance se règle par les poings, mais plutôt un épisode de tension, de promesses et de prise de décision froide, où la vengeance se règle par la patience. Parce que moi, quand je pense à Game of Thrones, je ne pense pas à l'écriture ou aux batailles. Je ne pense pas aux trahisons ou à la magie. Quand je pense à Game of Thrones, je pense avant tout à sa musique. Et c'est pour ça qu'aucun épisode n'aura fait mieux que l'épisode 10 de la saison 6. Long may she reign. Long may she reign. Mais ça, c'est une autre histoire.